Alors on l'a déjà beaucoup dit ce matin, les pays émergents connaissent en 2011 déjà une croissance forte, très robuste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire en fait dans les pays émergents, c'est que entre l'avant-crise, en 2007 et 2011, leur situation financière, leur liquidité, elle sort en fait renforcée. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle a été un peu atteinte pendant la crise. Finalement, on peut prendre quelques chiffres intéressants. Vous prenez par exemple le niveau de réserve moyen dans les pays émergents. C'était en 2007 8 mois, ce sera en 2011 12 mois. Donc ils sont encore plus liquides en 2011. Vous prenez par exemple ces fameux transferts des travailleurs expatriés, cet argent qu'envoient et qui sont très importants pour la balance des paiements des pays émergents. Ça augmente entre 2007 et 2011, ça augmente de 50%. Donc les transferts sont encore plus dynamiques. Et puis un chiffre qui va nous faire un peu mal, la dette publique moyenne des pays émergents en 2011, c'est 38%. Je rappelle le chiffre de la zone euro, 87%. Donc ça, évidemment, ça donne à réfléchir. Et ça, en fait, ça illustre le fait que ces moyens financiers renforcés, ça illustre le fait d'abord que pendant la crise, les pays émergents ont pu être contracycliques. Mais dans la sortie de crise, ils peuvent continuer à maintenir leur politique de soutien. Ils n'ont absolument pas les mêmes dilemmes que les pays avancés qui, comme on l'a vu ce matin, sont poussés par les marchés à avancer ce qu'on appelle leurs exit stratégies, c'est-à-dire leur politique budgétaire restrictive. Non, eux, ils peuvent continuer à soutenir par les politiques budgétaires, voire même parfois par les politiques monétaires, même s'il commence à y avoir des remontées de taux d'intérêt, mais pas partout. Ils peuvent continuer à soutenir l'économie. Donc ils ont la chance non seulement d'avoir un secteur privé plus solide en forme, mais en plus aussi des politiques économiques accommodantes. J'ajoute aussi que cette amélioration n'est pas seulement qu'une question de moyens. Ce qu'on a constaté tout au long des années 2000, c'est vraiment une amélioration dans beaucoup de pays émergents de la gouvernance publique. Regardez le Brésil, regardez la Turquie, regardez l'Indonésie, la manière dont les politiques économiques sont gérées, à la fois pendant la crise, dans la sortie de crise. Donc on a vraiment là des capacités publiques qui ont été vraiment beaucoup plus fortes. Alors la zone qui incarne évidemment le mieux cette amélioration des risques pays émergents, c'est l'Amérique latine. Donc vous voyez qu'elle concentre en 2010 beaucoup de bleu ciel, c'est-à-dire beaucoup de reclassements et de mise sous surveillance positive. Donc il y a 3 mois, nous avons reclassé le Brésil en A3 et nous annonçons le reclassement du Pérou en A4, de l'Uruguay en A4, de la Bolivie en C, de la mise sous surveillance positive de l'Argentine. Donc on n'en jette plus. Vraiment, l'Amérique latine, c'est la zone où les risques s'améliorent le plus. Et d'ailleurs, quand on regarde notre petit historique de 10 années sur l'Amérique latine, alors c'est vraiment la zone où les risques baissent. Et vous voyez que ça ne baisse pas que depuis la crise de 2009. Ça baisse depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment une amélioration des risques liée évidemment aux politiques économiques prudentes, liée au renforcement de la liquidité et de la solvabilité externe de tous ces pays. Et donc il y a vraiment aussi bien sûr un pays qui incarne ça parfaitement en Amérique latine, c'est le Brésil. Car qu'en matière d'expérience de paiement, d'abord ce qu'on a constaté pendant la crise et dans la sortie de crise, c'est que vraiment les entreprises brésiliennes se sont très bien comportées. On était quand même habitué à beaucoup plus de difficultés de paiement quand il y avait un problème, quand il y avait un choc, et on a vu relativement peu d'incidents de paiement, et puis vraiment réduit à zéro. Ce que l'on voit aussi évidemment au Brésil, c'est la croissance forte, extraordinaire qu'il y a eu en 2010, plus de 7%. On va vraiment atterrir probablement en 2011, c'est une bonne nouvelle, c'est une croissance qui serait plus soutenable pour le Brésil. Mais ce que vous voyez aussi illustré sur ce graphe, c'est la prudence finalement des différents acteurs économiques dans les pays émergents et en l'occurrence au Brésil. Ici, vous voyez la dette externe des entreprises, donc c'est indice 100 en 2001. Vous voyez qu'il y a bien une augmentation de la dette externe des entreprises brésiliennes, on est à l'indice 143 en 2010, mais évidemment, quand vous regardez ce qui s'est passé pour les entreprises russes, où l'indice est passé de 100 à 1200, on n'est pas exactement dans la même frénésie, appétit de dette. Et d'une manière générale, ce qu'on voit en Amérique latine et ce qu'on voit dans beaucoup de pays émergents, c'est exactement ça, c'est-à-dire le fait que les acteurs eux-mêmes sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus résilients au choc, moins endettés en devises, ils s'autofinancent beaucoup, ils ont une forme de solidité qui évidemment leur a été apportée par toutes les crises qu'ils ont vécues. Évidemment, il y a eu cette expérience des crises qu'on n'a peut-être pas eu probablement assez en Europe, qui les ont rendus extrêmement prudents dans la manière dont ils s'endettent et dans leur stratégie. Et ceci, c'est ça les pays émergents. Ce n'est pas l'absence de choc. Il y aura de la volatilité des taux de change dans les pays émergents, il y aura pas mal de risques qui seront là,
Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que les gouvernements, les entreprises, les banques sont maintenant aujourd'hui beaucoup plus résilientes à ces chocs potentiels. Donc c'est pour ça, et ça explique notamment pourquoi nous avons reclassé le Brésil. Alors, il y a aussi des facteurs externes qui ont été très positifs pour l'Amérique latine, qui sont devenus des grands exportateurs de commodities, comme on dit en bon français. Vous voyez donc la hausse des prix des produits agricoles, la hausse des prix de l'énergie, donc qui s'est récemment accélérée. Donc c'est une bonne nouvelle pour pas mal de pays comme le Brésil, comme l'Argentine, qui sont maintenant des exportateurs importants et qui deviennent d'ailleurs, à ce titre, des partenaires importants de pays asiatiques qui eux-mêmes ont une demande croissante. Donc ça, il y a une sorte de cercle vertueux de lien avec l'Asie qui joue évidemment un rôle crucial dans la croissance. Néanmoins, cette hausse des prix de l'énergie n'a pas que des avantages. D'abord, elle a le désavantage de renforcer souvent certains pays émergents, et en l'occurrence certains pays d'Amérique latine, dans cette spécialisation dans les matières premières, évidemment avec les risques ensuite d'être très dépendants de la volatilité des prix. Il y a aussi, associé à cette hausse des prix, des vrais risques politiques et sociaux. Et là, je crois qu'il faut s'arrêter une seconde, parce que, évidemment, on le voit au Maghreb avec ce qui s'est passé en Tunisie, le déclencheur, l'élément déclencheur a été en partie ces hausses de prix dans certains pays. J'ajoute qu'on entre probablement en 2011 dans une zone assez dangereuse sur les tensions politiques et sociales dans les pays émergents. Évidemment, il y a ces hausses de prix qui sont très problématiques pour les pays importateurs. Ajoutons à cela souvent des taux de chômage élevés, ou pas forcément des taux de chômage élevés, mais des problèmes d'accès à l'emploi de populations qualifiées, comme c'est le cas au Maghreb. Et on ajoute aussi à cela, paradoxalement, la croissance forte. Parce que la croissance forte dans les pays émergents est souvent très inégalitaire, et en fait, elle s'accompagne plutôt de tensions sociales, parce qu'il y a les classes moyennes qui profitent de la croissance forte, il y a tous ceux qui se sentent laissés pour compte de la croissance, qui voient qu'il y en a qui réussissent à côté. On a très bien vu, par exemple, le phénomène en Afrique du Sud en 2008. Croissance forte, oui, mais donc montée de la classe moyenne, mais aussi montée de l'insécurité, parce que création de frustration. Donc je crois que c'est le cas au Maghreb, c'est le cas en Afrique subsaharienne, c'est le cas probablement aussi dans certains pays d'Asie plus pauvres. Il y a probablement des tensions politiques et sociales à attendre dans pas mal de pays. Alors évidemment, il y a un autre impact très fort de la spécialisation sur les matières premières, c'est que c'est souvent associé à une gouvernance problématique. Plus précisément, pour ce qui est de Coface, qui s'intéresse surtout à la gouvernance privée, donc vraiment à ce qui touche les entreprises, on voit, nous, souvent, que dans les pays dits rentiers, c'est-à-dire qui sont des exportateurs de matières premières, on a en général des entreprises moins transparentes. Alors pour une raison assez simple, qui est souvent que le crédit bancaire est moins développé, les banques sont moins développées, donc il y a moins d'impératifs de transparence pour les entreprises, souvent, dans ces économies. Donc ça, évidemment, s'il y a une zone qui est un peu emblématique de ça, c'est bien sûr la CEI. Alors vous voyez qu'en Russie, nous avons reclassé le pays en B en septembre 2010. Donc la note de la Russie est tombée jusqu'à C, hein, donc l'avant-dernière note au pire de la crise. C'est une économie qui a eu une récession, comme vous le savez, colossale. Il y a eu une montée des incidents de paiement très très forte, du fait d'ailleurs de ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'emballement de la dette extérieure des entreprises russes. La situation s'améliore, la croissance est de retour, donc ça c'est la bonne nouvelle, et en matière d'incidents de paiement, on est vraiment revenu à un niveau tout à fait raisonnable sur notre expérience Russie. Néanmoins, on est à B, donc on est au niveau d'avant-crise. Vous voyez que maintenant, avec le reclassement du Brésil, la Russie reste à 2 crans en dessous des 3 autres briques, qui sont tous Inde, Chine, Brésil, en A3. Et cet écart est véritablement lié aux problèmes de gouvernance qui, évidemment, n'ont pas été résolus par le retour de la croissance. Alors, il y a plusieurs aspects, ce problème de gouvernance en Russie. Un problème de transparence financière des entreprises, un problème de droit des créanciers. Les tribunaux d'arbitrage en Russie qui font appliquer la loi économique fonctionnent de manière, disons, aléatoire. Et puis, il y a un troisième problème qui sont les droits de propriété. Cette instabilité des droits de propriété qui caractérise vraiment la Russie depuis des années, qui pose un problème pour le régime de croissance. Parce que pour investir, vous devez vous projeter à long terme. Donc vous devez être sûr que vous allez conserver un certain temps votre actif. Et cette sécurité-là, elle n'existe pas vraiment en Russie. Alors il y a des privatisations partielles qui sont annoncées en Russie. Je pense que ce sera un thermomètre absolument passionnant de l'évolution de la gouvernance russe. Mais pour l'instant, nous restons en B. Alors s'il y a un pays qui connaît les problèmes de gouvernance
un peu similaire, en tout cas au niveau des entreprises, ceux de la Russie, c'est l'Ukraine. Nous avons mis une surveillance positive dans la note D, alors, parce qu'évidemment, on constate bien sûr une stabilisation politique en Ukraine, on constate aussi le retour de la croissance. Mais l'Ukraine, alors contrairement à la Russie, là pour le coup se distingue parce qu'elle souffre d'un risque pays extrêmement traditionnel dans les pays émergents. C'est un besoin de financement en devises colossal, très peu couvert par les capitaux privés. Vous voyez que les capitaux privés, que ce soit les investissements de portefeuille ou les investissements directs, couvrent peu du besoin de financement extérieur, donc dépendant des multilatéraux, très dépendant donc du FMI. Et donc l'Ukraine a cette espèce d'impératif de rentrer dans la conditionnalité FMI, toujours avec des tensions politiques qui jouent cette conditionnalité. Et si ça capote, pour le coup, là, il y a un risque financier à court terme. Donc on n'est pas du tout encore complètement sorti du problème en Ukraine. Donc on a mis une surveillance positive parce qu'évidemment, on est quand même dans une situation un peu meilleure qu'on l'était il y a un an. Mais on reste à un niveau de risque vraiment extrêmement élevé. Alors sur cette question des financements multilatéraux, il y a une zone qui en est extrêmement dépendante, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'il y a une relative stabilité des notes. C'est un peu comme la CEI, c'est-à-dire que les notes, pour nous, sont extrêmement contraintes par l'environnement des affaires privées, par les problèmes de transparence des entreprises. On note quand même une nouvelle bonne, c'est la surveillance positive sur la note D du Nigeria. Bon, il y a la croissance forte liée au pétrole, liée aussi au secteur agricole. Il y a aussi le fait quand même que les autorités ont pris en charge cette fameuse crise bancaire qui a eu lieu et l'ont réglée. Et ça, c'est quand même un point positif tout de même. Alors évidemment, on reste à un niveau de risque là encore très élevé du fait de la gouvernance qui reste quand même, la gouvernance privée qui reste évidemment difficile. Alors je parlais des financements multilatéraux. Alors voilà un graphique très peu lisible mais très important. Vous voyez en rouge et en orange, ce sont les flux nets. Alors l'ensemble du graphique, ce sont les flux nets vers les pays émergents. Alors quelques commentaires là-dessus parce que ils donnent beaucoup d'images et de choses importantes pour ce qui va se passer en 2011 sur les pays émergents. Alors rouge et orange, enfin orange et rouge c'est quoi? Ce sont les flux publics, c'est-à-dire multilatéraux et bilatéraux. Vous voyez que la courbe orange, si vous pouvez la voir, elle a une petite, elle est un peu plus allante en 2009. On voit bien que les flux multilatéraux vers les pays émergents ont été présents pendant la crise. En Afrique, les programmes FMI, mais aussi en Europe de l'Est. Il y a eu beaucoup d'accords FMI en Europe de l'Est. Donc on voit cette petite remontée. Vous voyez quand même que cette ligne rouge, la ligne rouge qui sont les flux bilatéraux des États, elle a quand même tendance à s'effriter pas mal. Et ça, c'est lié à ce qu'on a évoqué ce matin. Ce sont les politiques budgétaires restrictives qui sont mises en place en Europe qui peuvent avoir un impact sur ces flux bilatéraux qui sont essentiels à beaucoup de pays pauvres. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra aussi beaucoup surveiller en 2011. C'est dans quelle mesure il peut y avoir un impact entre ces politiques d'austérité et l'aide publique au développement. Alors, j'ajoute que quand vous regardez les autres flux, les flux privés, les investissements directs, quoi qu'on dise, ils ont baissé, mais ils restent quand même très élevés. On a quand même toujours des flux d'investissement direct vers les pays émergents. C'est la ligne violette qui reste très dynamique. Mais ce qu'il y a de plus incroyable, c'est la ligne bleu ciel. Ce sont les flux de portefeuille, les flux spéculatifs. En 2010, il y a eu un niveau record de flux spéculatifs dans les pays émergents depuis les années 90. Jamais les pays émergents n'ont attiré autant de flux spéculatifs, ce qu'on appelle les portefeuilles. Alors ça a énormément de conséquences. Évidemment, ça a des conséquences sur les taux de change. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, ça a tendance à apprécier les taux de change. Et on voit comme un pays comme l'Afrique du Sud, qui est aussi un exportateur de produits manufacturés, ça lui pose, on voit le rand s'apprécier beaucoup ces temps récents à cause des investissements de portefeuille, ça lui pose évidemment des problèmes de compétitivité, donc de croissance, donc d'emploi. Donc c'est une vraie question là, à court terme pour la viabilité de la croissance sud-africaine. Et puis le danger, là vous voyez un pays comme l'Afrique du Sud où son besoin de financement il est très peu couvert par les investissements directs, par les investissements stables. Malheureusement, l'Afrique du Sud n'est pas sur le radar des investisseurs étrangers, alors que c'est un grand pays émergent. Donc il continue à attirer beaucoup de flux spéculatifs, avec le danger évidemment aussi qu'il y ait des retraits brutaux. Il y a une mauvaise nouvelle politique dans un pays, il y a, comme on l'a vu ce matin, de mauvaises nouvelles en Europe, il peut y avoir une soudaine montée de l'aversion au risque, et donc des retraits brutaux qui sont extrêmement déstabilisants.